Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 mai 2018. Alors aujourd'hui, je vous lis un passage tiré d'un livre que je vous montre ici à l'écran. La paupière auriculaire de Joël Guéraud, auteur que je ne connaissais absolument pas. J'ai acheté ce livre à la librairie L'Échange, sur la rue Mont-Royal à Montréal. Attiré par le titre, alléché par la quatrième de couverture et tout à fait convaincu par le label que représente la maison d'édition José Corti. Des ouvrages de qualité, des ouvrages de littérature, il va sans dire. Alors qu'est-ce qu'est la paupière auriculaire? Ce sont de courts fragments, des aphorismes, de courts textes qui visent à, je dirais, à nous retirer de la circulation dense, affolante de cette société marchande où notre temps de silence, notre temps de réflexion est cannibalisé, nous est retiré impitoyablement. L'atelier librairie dans lequel je vais vous lire ce passage-là, je considère que c'est presque une zone de silence certifié. Il y a quelque temps, une jeune cliente de la librairie m'a fait part de son impression en me disant qu'elle était ravie de ne pas y entendre de la musique. Alors, suite à ce commentaire, j'ai pris la décision de ne jamais mettre de la musique. La musique, elle est partout, elle est assourdissante, elle est envahissante, elle est aliénante, c'est une musique d'occupation, hein? presque une occupation permanente de nos esprits. Alors ici, il n'y aura que le bruit de la rue qui parviendra aux oreilles des chalands qui se déplaceront au milieu des étals, au milieu des livres, au milieu des bibliothèques. Et ce ne sera que le seul bruit, sauf l'hiver. L'hiver, on referme la porte. Et là, c'est le silence quasi absolu. Je parlerai à un moment donné, non pas dans cette vidéo, cependant, du silence qu'il y a dans l'atelier de Fabienne. Fabienne est une artiste peintre, Fabienne Roch, une artiste peintre. Et c'est incroyable le silence qui y règne. C'est plus que du silence certifié, ça. C'est du silence de qualité. Alors, le passage que je m'apprête à vous lire concerne les bibliothèques. La bibliothèque de Joël Guéraud. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu au milieu des livres, comme j'ai su lire très tôt et que j'ai eu la chance de n'aller à l'école que bien plus tard. Pendant longtemps, le jeu, la lecture, l'appétit insatiable de connaissances ne se sont pas distingués pour moi. Mes premiers livres, albums illustrés pour enfants, avec des histoires d'ours, de cochons, de loups et de petites filles blondes, étaient des sortes de jouets, lesquels n'étaient pas si différents des ustensiles de la vie quotidienne, que personne ne m'empêchait de détourner dans le sens du jeu. Dans la bohème exiguë où je vivais avec mes parents, la seule catégorie d'objets que nous possédions en abondance étaient les partitions de musique, avec le luxe fané de leur reliure meurtrie et les romans achetés dans les collections populaires. C'était la grande époque du livre de poche. Dans la période de consommation frénétique qui s'ouvrait alors, nous avons tout ignoré des charmes, de l'électroménager, mais en revanche, il entrait à la maison au moins un volume par semaine, et après sa lecture, il n'était pas question de s'en défaire. Arrivé à l'âge de 6 ans, je me suis mis à dévorer la littérature enfantine, publiée dans la Bibliothèque Rose, puis dans la Verte. Et un jour, il a bien fallu ranger tout cela. Mes parents firent pour moi comme ils avaient fait pour eux. Quand les piles accumulées sur le piano devenaient trop encombrantes et menaçaient de s'écrouler, mon père récupérait des morceaux de planche, on ne sait où, débitait des tasseaux, s'armait d'un marteau et de clous de 10 cm de long, et crucifiait de nouvelles étagères sur les murs.
Plus tard, lorsque j'ai quitté le domicile familial, la première chose que j'ai faite en aménageant, fut de me construire des bibliothèques, mais avec des moyens et des matériaux moins frustes. Et à chaque nouveau déménagement, je répète les mêmes gestes, acheter des panneaux de bois, les découper aux mesures, scier les tasseaux et les visser sur les montants, cheviller ceux-ci au mur, assembler les tablettes jusqu'au plafond, en étudiant bien les intervalles selon les formats de façon à ranger le maximum d'ouvrages dans un minimum d'espace. Plus tard, sous la clarté du jour, le pain, blanc au départ, se mettra à blondir, puis à prendre une chaude couleur ambrée, sans qu'il soit nécessaire de vernir ou de passer de la cire, la lumière contribuant, au fil des ans, à patiner ce que je me plais à considérer comme une sorte d'écrin. Une fois la bibliothèque mise en place, vient le plaisir de la remplir, selon des méthodes de classement tenant à la fois de la logique et de l'esthétique. Je répartis les livres selon les différents domaines, et à l'intérieur de chacun d'eux, je les classe par ordre chronologique, mais avec de notables exceptions dues à des impératifs d'harmonie visuelle comme l'apparentement des reliures selon leur forme ou leur couleur, ou la beauté de certaines collections à la maquette particulièrement réussie, telle la vieille collection Liberté chez Pauvert ou les portiques au Club français du livre, qui ne souffrent pas d'être dissociés. Je n'ai jamais eu le courage de calculer exactement le nombre de mes livres, revues, brochures et plaquettes. Je ne peux en donner qu'une estimation statistique. Aujourd'hui, si je prends un mètre de rayonnage chargé d'ouvrages d'épaisseur moyenne, si je les compare et en rapporte le nombre au métrage linéaire de ma bibliothèque, j'obtiens par la règle de 3 un total approximatif de 7500 livres. J'en ai regroupé la plus grande partie dans une pièce qui me sert de cabinet de travail. Il tapisse intégralement du sol au plafond 3 des 4 murs. Seul le mur où s'ouvre la fenêtre est épargné, ainsi qu'une partie de celui qui fait face à la place où j'écris. On trouve sur les rayons essentiellement de la littérature, classée par ordre chronologique depuis Homère jusqu'à nos jours, mais aussi rangée à part une foule de revues et de plaquettes de poésie à tirage évidemment limité, dont beaucoup sont édités par des amis ou des connaissances. Comme il est évident qu'une bibliothèque personnelle n'est pas la réduction au pantographe de la littérature universelle, mais qu'elle traduit les allergies et les engouements de son possesseur, on comprendra que certains écrivains brillent par leur absence et que d'autres, ou des mouvements entiers, sont surreprésentés. Par exemple, outre les romantiques, surtout allemands, et les surréalistes, mes grands invités sont les auteurs fin de siècle. Le 19e, évidemment, Marcel Schwab, Hugues Rebel, Jean Lorrain, Léon Bloy, Rémy de Gourmont, entre autres, pour lesquels j'ai nourri il y a une vingtaine d'années une passion presque maladive qui me portait à rechercher le moindre de leurs écrits. Par ailleurs, un bon nombre de rayonnages sont dévolus à l'avant-garde artistique et politique de la moitié du 20e siècle, et les textes situationnistes y occupent une place de choix. En face de mon bureau, sous un grand tableau d'art brut qui ouvre une brèche salutaire dans toute cette culture, s'aligne la grosse cavalerie des usuels. Sur le même panneau, mais du côté de la fenêtre, s'étale la philosophie, l'anthropologie, la psychanalyse, la linguistique, l'histoire, bref, ce qu'on classe sous l'appellation peu convaincante de sciences humaines. Ce rayon, ces derniers temps, est en voie d'engorgement définitif. Les livres y sont disposés en double fil et j'ai souvent bien de la peine à dénicher un exemplaire que je sais posséder et qui se tient caché au second rang. Dans mon salon, je n'ai volontairement placé que peu de livres, et encore, derrière une porte qui reste presque toujours ouverte et masque les rayonnages. C'est là que j'ai logé la série des guides noirs de la France mystérieuse, quelques collections d'ouvrages de petit format dont je ne veux pas rompre l'unité et la plupart des textes en langue étrangère. Je préfère garder le reste des murs libres pour y accrocher des tableaux, des gravures et des dessins.
Dans ma chambre, un large renforcement de la paroi m'a permis de fixer plusieurs planches sur lesquelles j'ai rangé mes livres d'art. Mais là aussi, la place tend à manquer cruellement. L'art déborde, se répand sur le parquet et commence à s'empiler dangereusement près de l'armoire. Il me reste à aménager un couloir, lieu idéal pour une bibliothèque, mais je sais déjà qu'elle ne sera pas plus tôt construite que je l'aurai remplie de tout ce qui s'entasse en double fil ou sur le sol. C'est cette perspective qui me fait différer depuis quelques années de procéder à cet aménagement pourtant chaque jour plus nécessaire, car il faudra que je songe ou bien à cesser d'acheter des livres, ou bien à changer d'appartement. Or, pour des raisons indépendantes de l'une et de l'autre, voilà deux options dont la première n'est absolument pas envisageable et dont la seconde, pour l'instant, ne l'est guère plus. Ces bibliothèques qui m'entourent ont toujours eu, à mes yeux, quelque chose de protecteur, mais aujourd'hui, plus que jamais, je les perçois comme un rempart contre d'invisibles ennemis, la sottise médiatique, le zapping, la déconcentration. Contrairement à ce qu'une imbécile conception vitaliste a pu soutenir, les livres ne sont ni un substitut, ni un déni de la vie. Ils sont plutôt l'indispensable et merveilleux prolongement. Je pourrais dire que de ma bibliothèque, qu'elle constitue mon exosquelette spirituel qui grandit avec moi, s'accroît autour de moi, comme la carapace du homard ou de la tortue, et que le nombre de rayonnages peut rendre compte de mon âge, aussi bien que les cernes de l'aubier trahissent l'âge d'un arbre. Cet exosquelette n'est pas une simple carapace, mais un organe sensible et s'apparente par là à la fonction respiratoire de notre peau. Ma bibliothèque me protège des agressions de plus en plus intolérables du monde extérieur, mais régule les échanges entre lui et moi. Ces milliers d'ouvrages lus, relus, soulignés et annotés jouent le rôle d'une membrane qui me permet de filtrer et d'amener jusqu'à moi la meilleure partie de ce qui s'est pensé au dehors. Donc, La paupière auriculaire, Joël Guéraud. Je vous invite évidemment à le lire. Vous avez compris que je souscris en tout cas entièrement à la conclusion. Pour le reste, je ne peux rien en dire. Chacun organise sa bibliothèque comme bon lui semble. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va, Yaro? Non, j'ai... Alors là-dessus, je vous quitte. Je vous remercie d'être avec... Donnez-moi une petite seconde. C'est correct, mais j'ai pas mis d'argent dans le parcomètre, je veux y aller voir ça. Je m'en viens. Je reviens. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. L'appareil pour mettre l'argent... Ces appareils-là sont sur la rue. Non. Sur la rue. Oui, mais je les vois pas. Écoutez. Voilà. Alors là-dessus, je vous dis bonjour, je vous dis à la prochaine, je vous dis au revoir en fait. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, la deuxième chaîne, et vous pouvez également me rendre visite à cet atelier librairie situé au 2319 rue Bélanger. Vous pouvez également me donner un coup de fil, 514-736-0999. Je peine à reprendre le rythme de mes vidéos et peut-être mon ami François Bon, bien involontairement, m'en a donné une explication. C'est que pour lui, faire des vidéos et écrire sont de même nature. C'est la même chose. Alors, tant que je ne savais pas que j'écrivais, je pouvais écrire en toute quiétude. Donc, tant que je ne savais pas que je faisais des vidéos, je ne savais pas que j'écrivais et je pouvais donc les faire sans me casser la tête. Et maintenant, par un effet secondaire de multiplication des conséquences de ces vidéos-là, eh bien, je suis devenu conscient que je fais des vidéos. Voilà. La conscience n'est pas toujours appropriée. Alors, je vous invite à vous constituer une bibliothèque. Vous savez, j'en fais l'apologie depuis le début. Et je ne prêche pas que pour ma paroisse.
Et il faut savoir s'aménager des espaces, des remparts contre la crétinerie ambiante. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.